Bonjour à tous. M'entendez-vous? Je m'appelle Philippe Minard, j'enseigne à Paris 8 et à l'École des hautes études en sciences sociales. J'interviens ici en tant que co-directeur de la revue d'histoire moderne et contemporaine, dont Thomas Dousseau, qui est ici présent dans la salle, est l'indispensable et efficace secrétaire de rédaction. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le dernier numéro paru de cette revue, qui s'intitule « Le commerce des plantes, empire, réseau marchand et consommation, 16e-20e siècle », comme je crois vous pouvez l'apercevoir ici. Je vais commencer par une citation. En 1735, dans la description de la Chine, on peut lire la chose suivante. « Le ginseng fortifie les parties nobles, il entretient l'embonpoint, il fixe les esprits animaux, il arrête les palpitations causées par des frayeurs subites, il chasse les vapeurs malignes, il éclaircit la vue, il ouvre et dilate le cœur, il fortifie le jugement. Quand on le prend de suite durant longtemps, il rend le corps léger et dispos et prolonge la vie. » Ce que ce texte de 1735 ne dit pas, c'est tout simplement que le ginseng est un aphrodisiaque. On connaît le rôle de certaines plantes et de certaines productions agricoles dans l'économie mondiale et la progressive intensification des échanges, en particulier depuis le XVIe siècle. Tout le monde a en tête le tabac, le café, le chocolat, l'arachide et le sucre, sinon la canne à sucre. On sait aussi que la quête des épices a été le point de départ de l'expansion coloniale ou impériale, on en discutera. Et l'historien Carlo Cipolla, en 1997, écrivait un petit livre qui s'intitulait « Le poivre, moteur de l'histoire ». La grande saga des explorations lancées par les Portugais et le passage de la route du Cap, après 1498, a supplanté l'ancienne route continentale reliant l'Asie au Levant, c'est-à-dire la bordure orientale de la Méditerranée. Et puis, avec l'arrivée des Européens aux Indes, c'est-à-dire en Amérique, un grand basculement va s'opérer qui va lancer le vaste processus de dissémination biologique que son premier historien, l'historien états-unien Alfred Cosby, en 1972, a appelé l'échange colombien. Et on sait que nous lui devons la tomate, la pomme de terre, par exemple. Autrement dit, une nouvelle connexion s'est établie à ce moment-là entre l'Europe et les tropiques, avec de nombreuses conséquences qui sont très très importantes, dont la naissance de profonds déséquilibres écologiques et l'essor d'une forme ancienne mais renouvelée d'exploitation de la main-d'œuvre contrainte. Je veux parler de l'esclavage sur les grandes plantations. Le dossier qui a été coordonné par Hélène Blais et Raoul Markovitz permet une nouvelle approche de ce vaste processus. Tout d'abord, il permet d'ouvrir un dialogue entre deux secteurs historiographiques distincts et trop souvent cloisonnés. D'un côté, l'histoire des savoirs botaniques, qui passe par la collecte des spécimens, la classification des espèces et, en quelque sorte, l'inventaire du monde et de sa diversité végétale. Et puis, le deuxième domaine qui a peu communiqué avec le précédent, c'est l'histoire des échanges commerciaux, en l'occurrence des échanges maritimes, avec la Grande Noria transocéanique organisée par les États et leurs compagnies de commerce à partir des XVIIe, XVIIIe siècles, et puis ensuite par les grandes maisons de négoce de l'époque contemporaine. Deux secteurs d'études, l'histoire des savoirs, l'histoire de l'économie, si vous voulez, qui ne se parlent pas assez ou qui, pendant longtemps, ne se sont pas assez parlé. Et puis, deuxièmement, l'intérêt de ce dossier, c'est aussi de regarder les pratiques de terrain. Et ce que les auteurs se sont demandé, au fond, c'est qui fait quoi, pourquoi et comment. Pour répondre à ces questions très vastes, dans l'heure que nous avons, et puis la demi-heure que nous aurons ensuite de discussion avec vous, sont présents à la tribune. Je commence par mon extrême droite. Et si vous mettez dans l'autre sens, c'est le contraire. Samir Boumediene, qui est historien des sciences et de la colonisation, qui travaille au CNRS à Lyon, et qui a récemment publié un ouvrage qui s'appelle « La colonisation du savoir, une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde entre 1492 et 1750 ». Ensuite, Claire Fredge, qui est maître de conférence à l'Université de Nanterre, qui est spécialiste d'histoire sociale des savoirs médicaux en contexte colonial, qui a fait une thèse sur les médecins et les services de santé des armées en campagne dans les expéditions lointaines sous le Second Empire, et qui a récemment publié et commenté le journal d'une femme médecin en Algérie, Dorothée Chélier,
à la fin du XIXe siècle. Ensuite, Raoul Markovits, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, après avoir enseigné à la Sorbonne, et qui travaille sur toutes les formes de circulation des hommes, des textes et des objets dans le long XVIIIe siècle. Il a fait une thèse sur le rayonnement international du théâtre français au XVIIIe, qui est paru chez Fayard en 2014, sous le titre « Civiliser l'Europe, politique du théâtre français », et qui travaille aujourd'hui sur le séjour londonien du fils d'un prince indien dans les années 1790, et puis aussi parallèlement sur le commerce international du ginseng au XVIIIe siècle. Et enfin, Hélène Blais, qui est spécialiste d'histoire de la géographie coloniale, qui, après avoir enseigné à Reims, à Nanterre, est aujourd'hui professeure d'histoire contemporaine à l'ENS, où elle dirige le département d'histoire. Sa thèse portait sur les géographies du Pacifique dans le 1er 19e siècle. Elle est parue en 2005. Et plus récemment, elle a publié Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale, chez Fayard en 2014. Raoul et Hélène ont co-dirigé le numéro que nous vous présentons aujourd'hui. Alors pour commencer, pour cadrer un tout petit peu ces affaires de commerce des plantes, je voudrais vous demander, j'ai employé tout à l'heure le mot de colonial, et puis je me suis repris, j'ai dit impérial, ou le contraire, je ne sais plus. Est-ce que quel sens a pour les historiens la différence entre histoire impériale, histoire coloniale? D'autres préfèrent englober le tout, si j'ose dire, en parlant d'histoire globale. Comment comprendre cela? Et est-ce qu'on peut l'appliquer de la même façon à ce qu'on appelle la première ou la seconde mondialisation? C'est à Raoul que je vais demander de répondre à cette vaste question. Alors, ça marche. Prends celui-là. Non, je pense que c'est bon. Alors, oui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans le temps de la mondialisation. C'est quelque chose qui nous est asséné tous les jours dans les médias. C'est le grand défi contemporain, comment la France va s'adapter à la mondialisation. Mais ce que les historiens montrent depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il y a eu, dès l'époque moderne, ce qu'on appelle une première mondialisation, une proto-mondialisation, une mondialisation archaïque. Il y a plusieurs termes qui circulent. Alors, ce n'est pas un terme qui a une portée analytique très forte, parce qu'il est un peu critiquable, il est un peu téléologique, mais il permet quand même, ce terme de mondialisation, de se défaire de notre présentisme, et aussi de réfléchir à l'ensemble des connexions qui forment ce que l'historien Timothy Brook appelle la toile d'Indra, qui se tisse au fil de la première modernité, qui relie différentes régions du monde. Certes, l'Europe joue un rôle très important dans ce processus de mondialisation, mais il y a aussi d'autres connexions qui se tissent à l'époque moderne. Et donc un des enjeux du dossier, c'était d'essayer de casser, puisque c'est la revue d'histoire moderne et contemporaine, c'est son programme en quelque sorte, d'essayer de travailler à cheval entre ces deux époques qui sont quelquefois artificiellement séparées. Et donc notre projet, c'était de faire ça sur l'histoire des plantes, de lier la première mondialisation et la mondialisation du 19e jusqu'à aujourd'hui, de lier l'histoire des premiers empires coloniaux de l'époque moderne avec celle des empires coloniaux du 19e siècle, et de comprendre donc la place des plantes là-dedans. Alors je vais peut-être laisser Hélène répondre à la question sur l'impérial et le colonial. Simplement peut-être dire qu'il y a eu, dans la manière dont on a travaillé à ce dossier, une tension assez féconde entre une approche impériale et une approche globale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce commerce des plantes, il est pris dans les systèmes qui sont les systèmes coloniaux de l'exclusif, avec cette idée qui est très importante à l'époque moderne, que chaque colonie est une dépendance de sa métropole, doit profiter à sa métropole. Et donc se mettent en place, sous le régime de l'exclusif, c'est-à-dire l'exclusivité du commerce d'une colonie avec sa métropole, des espèces de tubes qui séparent les empires. Et donc d'où l'importance de l'approche impériale qui considère ces échanges, ce commerce à l'échelle et dans les empires et leur force de structuration pour les empires. Mais en fait, ces tubes, ils ne sont pas étanches. C'est-à-dire, notamment, se développent à l'époque moderne
c'est difficile à quantifier, mais on comprend de plus en plus que c'était essentiel, des formes de contrebande notamment, où les circuits commerciaux en fait fuient de ces tubes. D'où l'importance d'une approche globale, c'est-à-dire qui essaye de prendre en compte l'ensemble des empires, si possible, pour comprendre ces dynamiques. Oui, l'exclusif est un objectif plus qu'une réalité, puisque les tuyaux sont percés, et on peut le comprendre. Imaginez que vous habitez à la Jamaïque, que vous habitez à Saint-Domingue, et il y a tout près le marché de consommation potentiel qui est celui des 13 colonies, les futurs États-Unis, et comme Saint-Domingue est française, ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits aux colons anglais qui sont tout près pourtant. Et donc c'est un vrai handicap, et du coup la réponse c'est la contrebande, c'est-à-dire que les tuyaux fuient de partout. Mais la volonté des États de maintenir les tuyaux est très très importante. Mais alors du coup, si on a cette perspective impériale, est-ce que ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus à la dimension coloniale des choses et qu'on ne fait plus du tout d'histoire coloniale? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que ça se complète? Comment vous voyez ça, Hélène? Alors, non, ça ne s'oppose pas. Enfin, dans notre esprit, il s'agissait surtout de jouer sur les échelles d'analyse, en fait. L'impérial, on vient de le voir, hein, c'est une échelle globale qui se revendique comme telle. Vous m'entendez? Donc, je disais que l'enjeu était de jouer sur les échelles et qu'avec ces termes et ce jeu entre l'impérial et le colonial, on a essayé à la fois de prendre ce qui venait des apports de l'histoire impériale, hein, ça renvoie aussi à des traditions historiographiques qui sont maintenant assez bien établies, et en même temps d'ancrer notamment nos études de cas, et c'est l'intérêt de ce regroupement d'articles aussi, dans des situations qui sont, alors pas uniquement, mais notamment coloniales, avec toute une série d'institutions et d'enjeux qui sont propres à des situations de domination formelle. Quand l'empire peut être quelque chose qui reste assez flou, ou qui ne concerne pas directement les acteurs au quotidien. Voilà, donc il y a des hésitations, des translations entre ces deux termes. Ils ne se recoupent pas, l'un ne subsume pas complètement l'autre, mais on a gardé cette double dénomination parce que ça nous semblait indispensable pour expliquer des contextes spécifique, c'est-à-dire que le commerce du ginseng ne se joue pas à une échelle coloniale, mais on a d'autres plantes qui circulent essentiellement parce que le contexte est colonial. Voilà, ça varie en fonction des époques et des zones géographiques, donc je pense qu'on pourra en reparler, mais c'était la première idée que nous avions dans cette approche globale et ancrée quand même dans des territoires spécifiques. Alors, je vais rester un petit peu avec vous, Hélène. Dans l'introduction du numéro, vous parlez du colonialisme des plantes et vous dites que le point de départ de ce colonialisme des plantes, c'est ce que les Anglais appellent le bioprospecting, en français, parce qu'on peut parler français, la bioprospection. Qu'est-ce que c'est que cela et quel est le lien qu'on peut faire entre la botanique et puis la conquête coloniale? Alors, la bioprospection, c'est l'idée qu'on a des moments dans l'histoire moderne et contemporaine où les acteurs vont s'attacher à inventorier, à identifier les plantes dites utiles. Alors, on pourrait parler longuement de cette notion d'utilité, mais les plantes utiles dans une perspective coloniale ou impériale. Donc, la bioprospection, c'est la recherche de richesses botaniques, l'enrichissement par les savoirs botaniques, qui s'observent parallèlement au développement des empires. Et les études les chercheurs, les historiennes et les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là, d'inventaire et d'identification des plantes, se sont intéressés notamment à la manière dont se construisaient les savoirs botaniques, notamment dans leur relation aux savoirs locaux, aux savoirs vernaculaires, quels étaient les intermédiaires qui intervenaient dans cette prospection, qui est présentée comme un phénomène européen, mais qui évidemment
est le résultat d'interactions, hein, plus ou moins contraintes et plus ou moins forcées. Donc voilà, la bioprospection, ça renvoie à tout ce champ d'histoire des savoirs botaniques érigé en relation avec l'histoire impériale. Et tout ça, en quoi ça fait un colonialisme des plantes? C'est juste pour faire jolie l'expression, ou bien il y a un contenu plus fort dans votre esprit? Alors, c'est pas mon esprit directement, mais le colonialisme des plantes, c'est l'idée qu'on colonise aussi par les savoirs sur les plantes et par l'appropriation des savoirs sur les plantes, par la manière dont on acclimate ces plantes, dont on les commercialise, justement, hein, et ça c'était l'objet du dossier. Donc voilà, oui, il y a aussi un colonialisme des plantes. Enfin, peut-être que Samir veut compléter là-dessus. Oui, bon, déjà bonjour à toutes et à tous. Oui, sur l'idée de colonisation des plantes, enfin moi j'ai plutôt parlé de colonisation du savoir. En fait, pour la comprendre, peut-être que je vais revenir un peu sur cette notion de mondialisation et me permettre une sorte de petite sortie provocatrice. Je pense que si on prend au sérieux ce que sont les plantes et ce que c'est que le rapport aux plantes, la notion de mondialisation vole en éclat. Parce que vous voyez bien que la manière dont on la présente en général, c'est la mise en connexion de groupes humains qui vivent à distance les uns des autres. Et effectivement, la circulation des plantes montre très bien ça. Mais si on regarde ce que c'est au quotidien, l'usage des plantes, le rapport aux plantes, ça pousse une plante, ça peut être un arbre, ça peut être un arbuste, une fleur, etc. Vous voyez bien que c'est tout le lien direct que peut avoir une plante qui disparaît lorsque on utilise des plantes qui viennent de loin. Et ça, c'est une histoire qui est très très ancienne. On parle de drogues exotiques. Les drogues exotiques, elles sont apportées dès l'Antiquité dans le bassin méditerranéen, etc. C'est pas, enfin, pour revenir sur cette histoire de continuité, cette idée-là n'est pas du tout nouvelle. Mais pourquoi est-ce que ça fait voler, je pense, en éclat le concept de mondialisation? C'est parce que le concept de mondialisation, lorsqu'on l'observe depuis la connexion du groupe humain, on oublie de voir tout ce qu'il instaure de séparation dans les existences. C'est la séparation entre les personnes, mais aussi la séparation avec leur milieu immédiat, avec les plantes qu'ils utilisent. Et là, donc, dans l'article qu'on a coécrit avec Valentina Poliano dans le numéro, on s'intéresse à des processus de substitution. C'est-à-dire que des plantes qu'on utilise sont remplacées par d'autres plantes qui peuvent venir de loin. Et concrètement, ouais. Pardon, vous m'entendez? Désolé. Et... Plus fort, parlez plus fort. Non, mais c'est le micro qui a été trop loin. Je parle plus fort aussi. Bon. Non. C'est pas... Bien. Alors, ouais, je peux juste, moi je trouve ça très intéressant cette idée que la mondialisation vole en éclats. Peut-être juste, j'aurais une perspective un peu différente, je dirais peut-être que ça la met à l'épreuve. D'accord. Mais de toute façon, c'est un débat récurrent et constant quand les historiens et quelquefois avec aussi des malentendus qui sont liés au mot. Et c'est vrai que le mot valise mondialisation a été mis un peu à toutes les sauces et qu'on peut l'entendre de plein de manières. Donc, comme pour revenir du coup sur le concept de colonisation, c'est l'idée que ce que décrivait Hélène sur la prospection des ressources naturelles, ça instaure de la séparation auprès des personnes qui sont concernées par ce phénomène. C'est-à-dire qu'on vient leur demander quelles plantes ils utilisent, et il y a déjà un tour de force qui est assez considérable lorsque on considère que les plantes sont des ressources naturelles. Parce que la notion même de ressources naturelles, c'est une construction. On peut se lier aux plantes autrement que sous le rapport de la seule exploitation économique, et ça change la vie des gens. Donc l'idée de colonisation du savoir, c'est l'idée en fait d'une reconfiguration des manières d'être dans le monde, qui est du coup le produit justement de cette captation par le biais de compagnies commerciales, de missionnaires, de colons, qui cherchent des ressources naturelles là où il n'y en a pas nécessairement. En effet, c'est tout le sens de votre livre, je l'entends bien. Mais en même temps, on peut aussi se dire
que ce phénomène-là, qui arrache les plantes de leur milieu naturel, permet à d'autres personnes, d'autres continents, de se trouver connectés avec ces plantes-là. Donc je crois que les deux peuvent s'entendre, c'est une question de rapport et de mesure. Tout ça concerne toutes ces plantes, n'ont pas de façon systématique été examinées dans le dossier, des choix ont été faits, mais si on passe en revue les différents types de plantes qui sont impliquées dans ces processus, ça a commencé avec le commerce des épices, ça continue après avec le commerce de tout ce qu'on peut ranger dans la catégorie des stimulants, le thé, le café, le chocolat, le tabac, et on sait que le grand historien et sociologue allemand Werner Sombart, là, ça marche. Il s'éteint régulièrement, j'appuierai. Werner Sombart donc, faisait de ces stimulants, thé, café, tabac, le grand facteur de l'essor du capitalisme. Donc les épices, les stimulants, les plantes médicinales, qui sont l'objet de l'article de Samir Boumedienne, et aussi celui de l'article de Claire Frege. On parlera de ces plantes tout à l'heure. Et puis il y a celles qui sont mieux connues. Merci Blois. Qui sont mieux connues et qui n'ont pas été traitées dans le dossier, qui sont les plantes tinctoriales, et typiquement l'indigo, qui sert à teindre en bleu, et qui est fondamental dans l'essor des textiles d'Europe occidentale au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Alors, prenons le dossier, lui, s'est focalisé sur un certain nombre de produits, et je voudrais qu'on en regarde successivement et rapidement 3, en commençant par le ginseng, et puis ensuite le quinquina et la vanille. À quoi servent ces produits, ces plantes, et qu'est-ce que les Européens ont voulu en faire? Alors on va commencer par le ginseng, si tu veux bien, Raoul. Alors le ginseng, donc Zhenshen en chinois, vous avez ici une gravure. Je parle pas chinois, désolé. Alors Zhen, vous voyez, c'est le caractère à droite, c'est le caractère qui a la forme de l'homme. Et Shen, c'est la racine. C'est la racine qui a la forme de l'homme. Donc c'est très intéressant. C'est le remède suprême dans la pharmacopée chinoise, le ginseng. C'est une plante, donc une racine qui pousse en Corée, en Mandchourie, au nord de la Chine, et qui est exploitée depuis très longtemps dans ces régions. Et donc le nom scientifique, c'est Panax ginseng. Voilà, ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que on va trouver, je dirais plus tard qui, au Canada, une forme dont on sait aujourd'hui que c'est pas exactement la même forme et qui ressemble beaucoup, qui est Panax quinquefolium, une forme de ginseng au Canada. Et donc va naître l'idée, étant donné en fait le prix de cette racine dans la pharmacopée chinoise, va naître l'idée de vendre le ginseng canadien ou nord-américain aux Chinois. Et le quinquina, alors, qu'est-ce que c'est, Claire Frege? Bonjour. Allô? Rapide. Bien. Ah. Suspense. Ça marche. Donc le quinquina, c'est en fait l'écorce d'un arbre du quinquina qui est utilisé, alors à l'époque où Samir l'étudie déjà pour faire des décoctions, des tisanes, etc. Et qui est utilisé au moment où moi je reprends l'affaire, donc au début du 19e siècle, à partir de 1820 en fait. Parle dans le micro, Claire. Ah oui, je fais ce que Parle dedans. qui donc est utilisé voilà. pour fabriquer la quinine. Donc évidemment un médicament à base de quinquina et qui sert donc à traiter les fièvres et les fièvres en fait dues au paludisme. Alors c'est un médicament qui, moi je me suis intéressée au quinquina en fait pas tellement par amour des plantes, mais plutôt par intérêt pour le médicament qui est justement à partir de 1830 extrêmement utilisé dans une zone de fort paludisme et de forte mortalité du paludisme qu'est l'Algérie.
et où en fait, eh bien, l'armée française a besoin d'énormément de quinine, c'est cher, il faut faire venir du quinquina, et donc je me suis posé la question, mais finalement, qui fabrique? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est d'autres personnes? Comment achemine-t-on? Comment ces pilules se conservent-elles, ces selles? Et donc c'est comme ça que finalement je me suis intéressée à la plante et que j'ai découvert le continent de l'histoire américaine. Enfin, très marginal. Et alors, dans le numéro, il y a un article sur la vanille d'un auteur qui n'a pas pu être présent puisqu'il habite au Canada, qui est Rick Jennings. Et donc, je vais demander à Hélène de nous dire quelques mots. À quoi ça sert la vanille et pourquoi est-ce qu'on va la chercher? Alors, oui, je parle comme si j'avais une glace à la main, parce que la vanille sert... La glace a fondu, déjà. La vanille sert notamment à donner du goût et à parfumer les glaces, les desserts, toutes sortes de choses. Enfin, vous savez ce que c'est que la vanille. Alors, ce qui est intéressant dans l'article d'Eric Jennings, c'est qu'il essaye de comprendre comment c'est devenu un produit commercial, support de publicité, de lobbying divers, dans les années 60, donc au moment des indépendances, notamment de l'indépendance de Madagascar, qui est un des grands lieux de production de la vanille. Sachant que, on en reparlera sans doute tout à l'heure, la vanille, comme d'autres plantes, peut être imitée par des vanilles de synthèse, par des faux produits qui ont le même goût, ou presque. Et donc, l'histoire du commerce de la vanille, elle est à mettre en relation avec cette recherche de la plante naturelle et de l'imposition sur un marché d'une plante qui soit la vraie plante et non pas un succès d'année ou quelque chose d'inventé. Alors, Cocorico, la vanille dans le monde, c'est pendant longtemps la vanille de Madagascar, c'est-à-dire la vanille française. Mais maintenant, si j'abandonne mon Cocorico, on vient aux géographies. Vous avez commencé tout à l'heure, Raoul, à évoquer la géographie du ginseng, et c'est quand même un peu bizarre d'aller le chercher au Canada pour l'amener en Chine. Est-ce qu'on peut voir peut-être une carte ou comprendre cette circulation à l'échelle globale? Voilà, donc en fait, à partir de 1716, où est découvert le ginseng canadien, se met en place ce circuit commercial assez étonnant, véritablement global quand même d'une certaine manière, qui relie donc Montréal à Canton. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'acteur clé de cette histoire, c'est la Compagnie des Indes françaises, qui en fait et les marchands en fait français qui décident donc d'essayer de vendre le ginseng à Canton, et donc qui le font acheter à leurs correspondants à Montréal, à Québec, etc., qui eux-mêmes le commandent aux Indiens, qui vont le prospecter dans les forêts d'Amérique du Nord, puisque c'est une plante qui est très difficile à trouver, qui croît dans des conditions, dans les forêts, un peu à l'ombre, etc. Et donc on envoie les Indiens prospecter le ginseng, on leur achète, on le revend ensuite sur les marchés européens de La Rochelle ou de Londres ou d'Amsterdam, parce que en fait ce qui se passe, c'est cette histoire de tuyaux percés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Britanniques vont très vite comprendre qu'ils peuvent aussi vendre ce ginseng aux Chinois, et en fait l'ère de croissance du ginseng en Amérique du Nord est très étendue. Ça va au sud jusqu'en Virginie, c'est pas seulement au Canada proprement dit. Et donc se développe en fait un circuit rival qui est polarisé par Londres ou Amsterdam, et finalement donc tout ce ginseng, mais pas tout le ginseng justement, c'est tout l'enjeu, mais je l'expliquerai tout à l'heure, va aller à Canton, où il est acheté par les marchands chinois, et quelquefois même ce circuit continue, puisque au XVIIIe siècle sont de plus en plus les consommateurs japonais qui sont friands de ginseng. Donc voilà. Merci. Alors une autre géographie, celle du quinquina.
Claire, est-ce que vous avez quelques indications chiffrées, je crois, ou géographiques, qui nous permettent de voir l'amplitude de ce commerce du quinquennat? Bon, alors, Il faut prendre ça comme si vous léchiez une glace. Hein. Au quinquennat, c'est moins agréable. Parlez vraiment la bouche alors, collée sur le micro. Ça va là? Alors en fait, la géographie du quinquennat est assez simple pendant longtemps, à savoir que c'est un arbre qui ne pousse qu'en Amérique andine. Alors après, vous avez plusieurs types de quinquennat, donc, et plusieurs modes également qui se développent, qui fait qu'on va chercher à se procurer du quinquennat, du Pérou, de Bolivie, d'Équateur, de Colombie. Mais tout ça reste quand même dans une ère andine. Et puis, comme il s'agit d'une économie, d'une industrie extractive, finalement, les gens vont dans la forêt, cherchent les arbres, les écorces sur place. Ce sont finalement comme Samir aussi l'avait montré, hein, dès la fin du XVIIIe siècle, il y a des questions d'approvisionnement, il y a des questions de déforestation et des questions en fait d'offres qui ne correspondent plus à la demande qui elle-même va croissant puisque le XIXe siècle est le grand siècle du paludisme. Et comme on connaît le remède, donc la quinine, il faut en trouver toujours davantage. Et c'est ce qui va finalement amener déjà des maisons de commerce dans les républiques andines à commencer à organiser des plantations. Mais en fait, ce qui est quand même très intéressant sur la géographie du quinquennat au XIXe siècle, c'est qu'on a véritablement un complet retournement de la géographie, en ce sens que l'essentiel du quinquennat, enfin tout le quinquennat, est acheté et récolté en Amérique andine au début du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, quasiment tout le quinquennat est acheté à Java. Puisque les Hollandais vont, en fait, alors les Britanniques l'ont tenté en Inde et ont partiellement réussi, les Français l'ont tenté dans leur colonie et ont franchement échoué, mais les Hollandais l'ont tenté à Java et ont exceptionnellement bien réussi, en fait, à organiser des plantations de quinquennat. Alors, ce qui veut dire derrière, et je pense que Hélène, Raoul et Samir reviendront dessus, ça veut dire le prix d'une véritable flibuste botanique, en ce sens que les républiques andines ne sont pas du tout prêtes à se laisser dépouiller de leurs richesses, puisque c'est quelque chose qui finance véritablement les budgets des républiques indépendantes, qui coûte très cher d'ailleurs aux États européens. Et donc, c'est véritablement en contrebande que passent les plants qu'il faut ensuite transporter par-delà l'Atlantique, qu'il faut ensuite acclimater, et ça marche ou pas. Et ensuite, vous avez tout un processus de greffe. Et en fait, le quinquennat javanais n'a pas grand-chose à voir avec les quinquennats andins. En fait, ils donnent beaucoup plus de quinine, hein, mais donc c'est vraiment le prix au prix d'un travail de ce que Androugos appelle les floracrates à Java, justement. Donc des véritables savants, entrepreneurs du quinquennat, où l'État hollandais va mettre beaucoup d'argent pour développer cette culture qui va permettre en fait à Java de devenir le principal producteur. Merci, donc on voit les déplacements. Alors, focalisons-nous maintenant sur les acteurs. Et Samir Boumedienne, à lire votre contribution, on voit l'importance du rôle de médecins. Francisco Hernandez, Monardes, tous ces médecins qui sont à la recherche de choses que vous appelez les succédanés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de ces médecins au XVIe siècle et qu'est-ce qu'ils cherchent dans des succédanés? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on m'entend? Parle vraiment bien dans le micro. Ça, je ne peux pas faire plus, pas mieux en tout cas. Donc en fait, beaucoup précisément, je parle autant des médecins que des apothicaires, c'est-à-dire de personnes qui sont à la fois en prise avec une doctrine médicale, qui grosso modo à l'époque correspond à la théorie des humeurs, et des personnes qui sont prises avec de la matière. Des apothicaires qui travaillent avec des poudres, avec des racines, qui font des transformations, etc. Et le cas donc, que vous évoquez, Hernandez d'un côté et Monardes de l'autre, ce sont deux médecins espagnols qui ont deux stratégies complètement différentes. Monardes, je vais commencer par lui, c'est un médecin qui vit à Séville au XVIe siècle, qui ne bouge jamais de Séville,
et qui qui profite du retour de tous les Espagnols qui ont voyagé en Amérique pour leur poser des questions sur les remèdes qui se trouvent de l'autre côté du monde. Et l'un des enjeux pour lui, c'est de montrer que dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, se trouvent des plantes extrêmement utiles. Et là, il a un problème considérable lié à la notion de succédané, parce que, si vous réfléchissez, c'est très très logique, hein, les plantes du Nouveau Monde ne sont pas connues des textes de l'Antiquité. Elles ne sont pas connues de la tradition médicale européenne, ce qui fait que pour les connaître, il y a deux possibilités. Soit on les considère comme des nouveautés radicales, ça va être le cas d'une plante extrêmement importante qui s'appelle le bois de gaillac, qui soigne une maladie qu'on appelle la syphilis. Ça va être aussi le cas du tabac, du chocolat, parce qu'on ne peut pas les rapporter à des plantes qui sont connues en Europe. Mais tout un autre ensemble de plantes qui vont arriver en Europe en provenance d'Amérique vont être considérées d'abord à travers leur ressemblance avec les plantes européennes, donc comme des produits de substitution. Et un exemple typique de ça, c'est donc une plante qu'on considérait plutôt comme une épice aujourd'hui, mais qui en fait est très utilisée en médecine à l'époque. C'est cette plante qui a été un moteur de l'histoire, le poivre. Bon. Poivre en espagnol, ça se dit pimienta. Donc ça ressemble à piment. Et évidemment, il y a des plantes qui existent en Amérique, qu'on appelle ají ou chile dans les langues locales, et qui vont être renommées pimiento, piment. Et c'est ce que vous retrouvez aussi dans la ressemblance entre poivre et poivron. Donc vous voyez, c'est un exemple qu'on retrouve dans le langage actuel, mais ça veut bien dire que tout un ensemble de plantes ont été connues, des choses nouvelles ont été connues en étant rapportées comparées à des choses anciennes. Donc ça vous montre bien que le recours à la comparaison, ça permet de connaître les nouveautés, mais ça pose un problème essentiel en termes de valeur, c'est que si vous comparez des choses nouvelles à des choses anciennes, ça veut dire que les choses anciennes sont le point de référence, et que théoriquement, en tous les cas très souvent, elles valent plus. Elles ont plus de valeur que les choses nouvelles. Et une raison qui est très forte dans le cas de la médecine, c'est qu'une chose qui est connue depuis longtemps, eh bien, on connaît ses effets secondaires, on connaît les risques qui sont liés à son usage, et donc c'est toujours plus sûr d'utiliser quelque chose qu'on connaît que d'utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas et qui ressemble aux choses qu'on connaît. Et ce que va essayer de faire Monardes en posant des questions aux gens qui reviennent d'Amérique, c'est de voir que ces plantes qui viennent d'Amérique, en fait, ne sont pas entièrement réductibles aux plantes qui existent en Europe ou qui viennent d'Asie, et c'est de montrer que du coup, elles ne sont pas des succédanés, ce sont des produits originaux. Vous voyez ? Et Hernandez, lui, donc c'est un autre médecin qui fait quelque chose de complètement différent, parce qu'il est envoyé en Amérique, poser des questions aussi, mais il va les poser à d'autres personnes, qui ne sont pas des personnes qui reviennent d'Amérique, mais les Indiens et les Indiennes. Et il leur pose aussi des questions, parce qu'il se rend compte que pour connaître la nouveauté, c'est-à-dire la spécificité des plantes du Nouveau Monde, en fait, il faut s'intéresser au savoir qui a été constitué à leur propos par les premières personnes concernées, c'est-à-dire les habitants de l'Amérique. Et là, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, en gros, il vient en Amérique avec l'idée d'intégrer les plantes du Nouveau Monde à une œuvre de l'Antiquité qui est celle de l'histoire, qui est l'histoire naturelle de Pline, et il se rend compte que cette intégration est impossible, et il écrit une histoire naturelle qu'il classe en suivant la taxonomie nahuatl. Donc vous voyez comment est-ce que les savoirs vernaculaires vont complètement coloniser son savoir à lui. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ce qu'il voit aussi, c'est que tout le jeu des permutations entre le nouveau et l'ancien va exploser au contact de quelque chose qui est très important, qui est l'expérience directe des choses. Donc avec la notion de succédané, on voit et de substitution, on voit comment est-ce que s'articule d'un côté la production des savoirs médicaux et naturalistes, et de l'autre côté la question de la valeur. Merci Samir. Alors donc là on voit le rôle de ces médecins qui soit ont interrogé des Espagnols de retour, soit sont allés sur place interroger les Indiens, les apothicaires aussi. Mais en revanche, si on passe à un autre produit qui est le ginseng, là ce sont d'autres acteurs qui interviennent et on retrouve les jésuites. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Pourquoi ces jésuites, Jartou, Lafito, en quoi sont-ils importants dans cette histoire? Oui, tout à fait. Alors donc en fait, je vous parlais de cette découverte du ginseng canadien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette découverte, elle est l'œuvre d'un jésuite, donc qui est le père Lafito, qui était un jésuite donc envoyé pour être missionnaire en Nouvelle-France. Mais c'est très intéressant cette découverte du ginseng canadien, parce qu'en fait, pourquoi Lafito a décidé de chercher du ginseng dans les forêts de Nouvelle-France? Ça peut paraître un peu farfelu comme idée. En fait, tout simplement parce qu'il avait lu le travail d'un de ses collègues jésuites, qui était le père Jartou,
qui lui était missionnaire jésuite auprès de la cour impériale en Chine et qui avait pu même expérimenter de première main les vertus du ginseng, qui en avait donné pour la première fois dans un contexte européen dans ces textes fameux que sont les lettres édifiantes et curieuses produites par les jésuites, une gravure. Et surtout, Jartou avait eu cette intuition qui était que s'il se trouvait du ginseng ailleurs dans le monde qu'en Mandchourie ou en Corée, s'il y avait un endroit, c'était au Canada. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lafitau a lu ce texte produit par Jartou. Donc, Jartou a écrit ce texte en 1709 et il a été publié en 1713. Et donc en 1716, au Canada, Lafitau lit le texte de Jartou. Et donc c'est intéressant parce que là, on a ce réseau global de la Compagnie de Jésus qui est décisif dans cette découverte du ginseng. Et c'est ce média, en fait, de la Compagnie de Jésus, les lettres édifiantes et curieuses, qui étaient les rapports de mission qui étaient publiés à Paris, d'ailleurs, par la Compagnie de Jésus. Vous voyez, c'est les lettres édifiantes et curieuses. Il y a deux adjectifs. Édifiante, c'est évidemment la dimension religieuse, mais curieuse, c'est aussi la dimension savante. Donc on est à la frontière de ces deux processus, et c'est donc le réseau commercial ensuite va se greffer en quelque sorte sur cette géographie qui est élaborée d'abord par le réseau jésuite. Merci. Alors vous, Hélène, vous étudiez une autre modalité d'appropriation, acclimatation des plantes venues de territoires extra-européens. Quels sont les jardins botaniques? Alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ces jardins botaniques? Oui, alors le contexte change un peu avec le temps, et donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, surtout au XIXe siècle, tous les colonisateurs européens vont quasi systématiquement créer dans leurs colonies ce qu'on appelle des jardins botaniques. Alors ces jardins botaniques, ils ont plusieurs fonctions, des fonctions de reproduction des plantes, d'acclimatation, de divertissement. Et dans ce dossier, comme ce qui nous intéressait, c'était le commerce des plantes et pas seulement leur circulation, je me suis attachée au rôle de ces jardins comme pépinières, c'est-à-dire comme lieu de vente des plantes, vente ou échange, dons parfois gratuits, parfois moins, assez difficile à repérer dans les sources, que l'on voit quand même apparaître, notamment à travers les catalogues de plantes dressés par les directeurs des jardins botaniques. Donc on est dans une autre économie de l'échange à ce moment-là, et on va avoir dans pratiquement tous les jardins, ça fait partie d'une des missions essentielles du directeur du jardin botanique, que de dresser un catalogue des espèces qui poussent dans son jardin. Alors, c'est des sources vraiment très intéressantes parce qu'elles disent beaucoup de choses, notamment sur l'identification des plantes, le recours aux termes vernaculaires, donc en négatif, les intermédiaires qui ont pu aider à identifier ces plantes. Mais ce que l'on peut y voir aussi, c'est toute une économie de l'échange à l'échelle de la colonie, puisque ces catalogues donnent, pas toujours, mais parfois, les prix des plantes qui peuvent être achetées par les colons, par les planteurs, à des fins de reproduction. Et donc là, ça pose des questions qu'on n'a pas évoquées, mais qui étaient des questions qu'on avait mis à plat dès le départ sur ce dossier, sur la spécificité du commerce des plantes. En fait, les plantes, on en a évoqué plusieurs, sortes, il y a plein de types. Les plantes, elles peuvent circuler sous forme de graines, d'écorces, de poudre, de plantes vivantes. Et donc, toute cette fragilité de ce produit crée un rapport à la valeur marchande tout à fait particulier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un typhon ou une inondation, ce qui arrive souvent en territoire tropical, au XIXe siècle dans un jardin botanique, tout d'un coup, on n'a plus les plantes disponibles pour les colons et donc très automatiquement, leur prix va augmenter, va bondir. Et donc, c'est intéressant d'essayer de voir comment
les orientations coloniales, politiques, hein, sont aussi dépendantes de cette fragilité, des savoirs que l'on peut avoir sur les plantes. Et les catalogues sont une des entrées possibles, hein, pour essayer de suivre ces politiques coloniales en matière de ressources naturelles, puisque c'est ici les plantes comme ressources qui sont envisagées. Alors, ces plantes, est-ce qu'on arrive toujours bien à les identifier? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé des succédanées avec Samir Boumedienne. Quand on pense à succédanées, immédiatement on pense à ersatz, c'est-à-dire quelque chose qui remplace mais qui est de moins bonne qualité. Comment se joue l'identification de ce qui est la vraie plante ou la fausse plante? Est-ce qu'il n'y a pas de la falsification? À vous lire Samir Boumedienne ou Claire Fredge, on voit qu'il y a un jeu sur l'authenticité ou la falsification. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots? Oui, c'est très ambigu. En fait, le terme succédané, je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot, effectivement, on l'associe très souvent aujourd'hui à la notion d'ersatz. Et ersatz, c'est les rutabagas, les topinambours pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, il n'y a plus de pommes de terre, donc on trouve un produit de substitution. Et vous voyez bien que la notion d'ersatz, elle a une dimension fortement économique, c'est-à-dire que l'ersatz est de qualité inférieure au produit original. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sens-là d'ersatz, il est associé au mot succédané au XVIe siècle. Mais avant le XVIe siècle, le mot succédané pouvait tout simplement dire substitut, sans qu'il y ait de différence de valeur entre le produit substitué et le produit substituant. Et il y a deux raisons majeures qui expliquent l'apparition de ce second sens qui est celui de l'ersatz. C'est effectivement la question de la fausseté, et c'est une autre question qui est celle de la falsification. Alors qu'est-ce que je veux dire? Sur la question de la fausseté, c'est là que c'est très ambigu, c'est que vous avez un auteur de l'Antiquité qui s'appelle Dioscoride, qui parle d'une plante qui s'appelle par exemple le dictamen, qui vient de Crète. Le problème, c'est que cette plante, les naturalistes du XVIe siècle sont incapables de la trouver. Mais ils trouvent des plantes qui lui ressemblent beaucoup, et donc ils vont parler de faux dictamen. Mais le faux dictamen est une vraie plante. Vous voyez? Simplement, ce n'est pas le dictamen de Dioscoride, il n'a pas tout à fait les mêmes propriétés, donc il est un peu moins bien. Le vrai et le faux, ce n'est pas une question de réalité et d'irréalité, c'est une question de qualité. Et l'autre problème majeur qui va se poser avec cette question-là, c'est que, et c'est là que les apothicaires sont très forts, c'est que, évidemment, si la plante que vous avez entre les mains se présente sous la forme, par exemple, d'une poudre, il est très facile de faire passer une poudre pour une autre. Donc la fausseté, ça va devenir la falsification. Et c'est là qu'on entre dans une autre ambiguïté, qui est que la fausseté ici, ça ne renvoie pas à l'erreur, elle renvoie à l'ingéniosité. C'est être capable de faire croire qu'un produit original, qu'un produit falsifié est la même chose que le produit original. Et c'est là qu'en fait se nichent des choses qui sont passionnantes, parce qu'on se rend compte que les pratiques de la fraude sont très souvent à l'origine d'innovations extrêmement importantes dans l'histoire de la pharmacie. Merci. Et alors, Claire, parce qu'il faut que nous avancions, le temps passe, est-ce que le quinquina est lui aussi objet de fraude, de falsification? En fait, le quinquina qui arrive dans les ports, c'est de l'écorce. Et donc, on peut la décrire. On peut décrire cette écorce. Vous avez des pharmaciens qui se sont attelés, qui ont décrit, qui ont dessiné quinquina par quinquina, à quoi ressemble l'écorce, qui ont tenté de préciser le goût, l'arôme de cette écorce, autant de moyens finalement pour que l'acheteur ne se trompe pas. Et alors après, quand vous avez une écorce, donc quelque chose de sec, et finalement qu'est-ce qui ressemble à notre écorce, qu'est-ce qui ressemble plus à une écorce que notre écorce, quelque chose. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un intense trafic où il est question d'ingéniosité, mais aussi de malhonnêteté, où en fait, comme c'est un produit cher, donc on sait qu'il trouvera de toute façon
il est recherché. Et donc, vous avez, au cours du 19e siècle, une multiplication des moyens de fraude de l'écorce de quinquina. Alors, évidemment, quand c'est de la poudre, d'autant plus, mais les pharmaciens conseillent, tout le monde conseille en fait aux pharmaciens, aux droguistes, d'acheter leur écorce sous forme d'écorce et de la broyer eux-mêmes. Au moins, il y a quand même une étape qui disparaîtra. Et en fait, quand je dis qu'il y a une multiplication des moyens de fraude, c'est-à-dire que c'est plus seulement des écorces diverses, du chêne qui est mélangé avec du quinquina, c'est que même au fur et à mesure qu'il y a des appareils qui sont fabriqués pour notamment mesurer le degré en quinine des écorces, eh bien, parmi les modes de falsification, vous aurez par exemple, on trempe des écorces qui ne sont absolument pas du quinquina ou du quinquina moins bien titré, on le badigeonne, disons, de quinine et on le vend au prix du quinquina le plus titré. Donc vous avez comme ça un certain nombre de manières de faire passer du faux quinquina pour du quinquina. Et alors justement, ces fraudes sont aussi possibles parce que les contrôles dans les Andes sont... on essaye d'en mettre, mais ils sont relativement rares et relativement efficaces. Et en fait, c'est beaucoup à partir du moment où finalement le commerce s'asiatise, se javanise, que là, vous allez véritablement avoir des modes de contrôle depuis Java, où les Hollandais, peuple honnête s'il en est, donc, vont finalement mettre des normes avec une certaine transparence du marché. Évidemment, il y aura toujours des falsifications possibles, des fraudes possibles, mais vous avez, disons, un marché qui se transforme aussi de cette manière, avec finalement un contrôle depuis la graine jusqu'à la vente de l'écorce par soit des entreprises hollandaises, soit des entreprises publiques. Merci. On a peu de temps pour discuter des logiques marchandes qui sont derrière tout cela, mais je voudrais tout de même qu'on prenne quelques minutes pour expliquer cette affaire tout à fait extraordinaire autour du ginseng avec vous, Raoul Markovits. Vous parlez d'une bulle spéculative autour de ce produit. Et pour l'historien économiste que je suis, c'est tout à fait fascinant de voir que cette plante, qui n'est pas centrale dans l'économie internationale du commerce maritime, a pu donner lieu à une telle spéculation. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer cette affaire d'une bulle spéculative? C'est pas du tout les bulles spéculatives financières que l'on connaît, c'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, Raoul? Alors, c'est assez compliqué, mais très rapidement. Donc, comme le ginseng est très cher en Chine, on peut l'exploiter de manière à bon marché au Canada et même le transporter jusqu'en Chine. Et la valeur ajoutée en Chine est telle que ça peut permettre de faire des profits tout à fait considérables. Donc, certains marchands, dès les années 1730-40, s'emparent de cette spéculation. Donc font des achats massifs de ginseng pour les vendre à Canton. Et au départ, ça marche très bien. Parce qu'on constate que les Chinois achètent ce ginseng canadien sans aucun problème. À tel point que donc le cours du ginseng va flamber en Europe. C'est une bulle parce que ça éclate. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est des chiffres qui sont tirés des archives de la Chambre de commerce de La Rochelle, les arrivées de ginseng dans le port de La Rochelle, et vous voyez très bien, le graphique est spectaculaire, hein, ce sommet, hein, cet apogée en 1752, et ensuite une chute brutale. Alors toute la question que je me suis posée dans cet article, c'est de comprendre pourquoi cette chute. Et en général, ce qu'on disait, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que le problème, c'est que le marché a été noyé. Il y a eu trop de ginseng canadien qui est arrivé en Chine. Et donc, le cours a dégringolé à cause, tout simplement, d'une sorte de surproduction. Donc, la loi de l'offre et de la demande. Et en réalité, ce que j'ai essayé de montrer dans l'article, c'est que les choses sont plus complexes. C'est-à-dire que cette chute
elle n'est pas liée à l'état du marché à Canton, tout simplement parce qu'en 1752, au moment de cette chute, le marché à Canton allait bon train. Et en fait, c'est lié à une stratégie complexe qui est la stratégie monopolistique mise en place par la Compagnie des Indes. C'est-à-dire qu'au début, ce sont des marchands privés qui ont fait les bénéfices sur le commerce du ginseng. Et dans un deuxième temps, la Compagnie des Indes, qui avait le monopole du commerce entre la France et l'Asie et la Chine, s'est dit que c'était un très bon business et donc a décidé de prendre pour elle-même ce commerce. Et a décidé donc de contrôler le marché. Et en fait, je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais c'est cette logique de contrôle en fait, qui capote pour toutes sortes de raisons. Et c'est pour ça que le prix s'effondre en 1752. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a... Vous êtes un peu rassurant finalement parce que vous nous montrez, si je pense à certaines stratégies monopolistiques contemporaines auprès des GAFA par exemple, ou bien de certains producteurs de produits informatiques ou numériques qui ont des stratégies monopolistiques, ça ne marche pas toujours le monopole. Donc c'est un petit peu rassurant pour les consommateurs que nous sommes. Alors justement, s'agissant de consommation, je voudrais qu'on termine là-dessus avant de laisser la parole à la salle pour les questions et la discussion. Dans le cas de la vanille, on voit très bien qu'il y avait de fait un monopole à un certain moment qui était du côté des productions de Madagascar, c'est-à-dire de l'Empire colonial français. Et puis, des imitateurs ont tenté de mettre sur le marché de la fausse vanille, de la vanille de synthèse. Et les producteurs et les maisons de commerce françaises qui avaient la main sur la vraie vanille ont riposté, je crois. Oui, alors, je parle sans le contrôle d'Eric Jennings, hein, donc là aussi, il faudra lire l'article si vous voulez en savoir plus, mais juste pour essayer de susciter votre curiosité, Eric a retrouvé dans les archives d'Aix-en-Provence, qui sont les archives d'outre-mer, un fonds tout à fait intéressant d'un cartel donc, qui s'appelle Univanille, qui est un cartel des producteurs de vanille de Madagascar, de Nosy-Bé, mais aussi de la Réunion, qui dans les années 60 va s'organiser justement pour contrer cette concurrence de la vanille artificielle. Et ce que montre cette documentation, hein, c'est toute une stratégie à la fois publicitaire et commerciale hein, pour essayer de mettre en valeur, au sens fort du terme, hein, la vanille de Madagascar, de Nosy-Bé et de la Réunion, en jouant notamment sur toute une série de clichés, alors qu'il appelle exotico-coloniaux, hein, mais qui sont effectivement, oui je crois qu'il y avait l'image que tu avais mise, voilà, qui contribue, si vous voulez, à forger un goût de la vanille, hein, qui est un goût de des producteurs de vanille. Alors, il y a toute une étude sociologique de ces producteurs à faire, hein, parce que l'île est indépendante, mais beaucoup des producteurs sont encore des colons. Il y a aussi des zones de petite production, et tout le monde s'allie là, à ce moment-là, pour faire vendre ce produit et garder ce monopole hein, qui est très durement concurrencé par les parfums de synthèse. Merci. Je crois qu'on a un petit peu débordé du fait du retard initial. Il nous reste même 25 minutes et je tiens absolument à ce que vous puissiez vous exprimer, poser des questions. Et donc je crois qu'il y a quelqu'un qui doit faire circuler un micro. Non, on est tout seul. Bon, on va se débrouiller, on va autogérer la chose. Donc, le micro va circuler pour les personnes qui veulent intervenir. Il suffit de lever le doigt. Vous ne voulez pas acheter de vanille? Je voulais intervenir sur la vanille. Merci beaucoup. Marie-Pierre Servaux, je suis géographe et je travaille en Océanie, plus spécifiquement sur la Polynésie et les Marquises. Dans votre exposé tout à l'heure, ne vous concernant pas, puisque c'est votre collègue qui a travaillé, vous avez parlé justement des autres vanilles, mais pas celle de Tahiti. Alors pourriez-vous dire à la salle à partir de quel moment la vanille se développe dans ces contrées? Merci.
On n'en sait rien. Bon, alors je vais devoir continuer. Oui, alors dites-nous. Dites-nous vous. Il faut savoir reconnaître quand on ne sait pas. Oui, mais donc le problème de l'Océanie, c'est qu'on n'a pas de colibri. Donc on n'a pas d'oiseaux qui puissent polliniser la vanille, l'orchidée. Et donc il a été développé une reproduction artificielle, c'est-à-dire que des femmes, avec un bâtonnet assez long, vont aller marier, on dit marier là-bas, symboliquement, les vanilles de façon à pouvoir ensuite avoir des gousses. Voilà. Et on a un développement assez important, donc moi je suis allée là-bas à partir des années 90, mais je n'ai pas d'antériorité tellement par rapport Alors, à cette question de la pollinisation et de la fécondation des gousses, elle est pas propre en fait à l'Océanie. Hein. À La Réunion, on a Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un esclave qui travaillait dans les plantations qui va découvrir la possibilité manuelle de féconder la vanille. Il s'appelle Albius, on ne sait pas énormément de choses de lui, on a quelques représentations. Et donc là, on a typiquement un savoir local qui va être à l'origine à la fois d'une captation et puis d'une quasi-industrialisation, même si le terme est un peu fort, de cette... donc c'est pas quelque chose qui s'obtient naturellement, la vanille. Ça exige, comme vous le soulignez à fort juste titre, une opération manuelle, délicate, confiée donc anciennement aux esclaves, ensuite aux femmes. Vous en déduirez ce que... Je crois que quelqu'un a pris le micro. Oui, j'ai pris le Allez-y. micro. Donc justement, je rebondis sur ces questions. Alors, Céline Régnard, Aix-Marseille Université. Je m'intéresse aux aspects sociaux, en fait, derrière tout ce que vous avez dit, qui est absolument passionnant. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les conséquences sociales de tout ce commerce? Parce qu'en fait, à la fois en termes de main-d'œuvre sur place, et puis est-ce que les populations sur place sont privées ou bénéficient, je ne sais pas, de ce commerce? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences dans les sociétés de production de ces plantes? Qui veut parler? Claire sur le quinquennat? Alors, en fait, il y a pas mal de choses justement sur cette économie dans les républiques andines. Alors, je ne sais pas si à l'époque coloniale, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, après les décolonisations, on a pas mal de choses parce qu'il y a un certain nombre de voyageurs qui se sont intéressés justement à cette économie d'extraction et donc qui décrivent très en détail le rôle des cascarilleros, donc ceux qui vont chercher l'écorce dans les forêts, avec les hiérarchies, avec donc les coupeurs, enfin les écorceurs, le majordome qui ramène en fait tout ça depuis la forêt jusqu'aux maisons de commerce qui elles-mêmes ensuite amènent vers les ports d'exportation, puisque le quinquennat à quelques exceptions près qui n'ont jamais duré très longtemps, il n'y a pas d'usine de quinine en Amérique latine. Donc de toute façon, le quinquennat est exporté pour être transformé en Europe et puis aux États-Unis, mais surtout en Europe d'abord. Et donc il y a parfois des calculs de coûts du quinquennat quand il sort de la forêt et quand il arrive au port d'exportation, donc un prix qui a été multiplié par 10, mais de toute façon le cascarilleros n'en profite pas. Alors cela dit, il y a quand même des indications sur la manière dont c'est... Alors, qui est très... c'est difficile de faire un tableau parce que, étant donné que c'est une industrie extractive, donc les fronts pionniers bougent énormément, mais cela dit, on voit quand même comment certaines régions profitent pendant quelques années, pendant quelques décennies, justement de ce commerce, comment des petits marchés régionaux se transforment en villes moyennes, connaissent certains apogées puis déclinent, en fonction de l'évolution des circuits commerciaux. Évolution qui peut dépendre de l'histoire politique de ces républiques qui se font la guerre. La Bolivie perd sa façade maritime, donc elle essaye les routes se transforment, et en fait le quinquennat passe par l'Amazone pour aller au port atlantique de plus en plus. Et là encore, on voit comment dans différentes régions de Bolivie et de Colombie, on voit ce passage
du quinquennat, qui ensuite est remplacé par l'extraction du caoutchouc, justement dans les économies locales. Et comment aussi, quand commencent les plantations dans les années 70-80, qui sont finalement les planteurs, souvent des étrangers, et pas seulement, comment les États donnent des concessions à des planteurs, comment il y a à la fois de grandes plantations et des petits planteurs, et comment ces petits planteurs sont en fait utilisés comme colons agricoles de ces terres qui sont jusqu'alors très peu exploitées. Et alors, quand on passe à Java, ben, là, on est dans des plantations qui sont au départ des plantations de l'État, mais qui assez rapidement, en fait, peuvent être des plantations privées. Et donc, il y a aussi une économie du quinquennat de plantation, alors qui est souvent aux mains des Hollandais, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous avez aussi des Javanais riches qui travaillent. Et en fait, il y a pas mal d'études, là, pour le coup, sur cette économie de plantation qui montre c'est je ne sais plus qui avait dit ça, un microcosme agro-industriel, je crois que c'est Pierre Brocheux pour les plantations de caoutchouc en Indochine, mais où finalement vous avez une hiérarchie entre ouvriers, vous avez des cadres, comment se met en place finalement cette société qui vit des plantations à Java qui est totalement différente de ce qu'on peut observer en Amérique. Oui, il y a une thèse fameuse de Sidney Mintz qui disait que, en fait, les plantations sucrières ont été une sorte de laboratoire de l'industrialisation et que le travail en usine, en quelque sorte, s'invente dans les plantations. Alors bon, ça peut être discutable, mais c'est assez intéressant de réfléchir en ces termes. Sur la question aussi, pour revenir sur le quinquennat, ce qui est frappant, c'est que comme ce sont des francs pionniers, il y a une surmasculinité de la main-d'œuvre. Ça, c'est extrêmement important pour tout un tas de raisons que je ne vais pas avoir le temps de développer. Et comme ce sont des francs pionniers, parce qu'effectivement, quand on fait l'histoire sociale, je trouve que c'est quand même intéressant de voir les possibilités de résistance. Et là, on la retrouve dans le processus d'extraction lui-même, puisque c'est un peu plus tôt que la période qu'étudie Claire, mais moi j'ai étudié l'exploitation du quinquennat au XVIIe et au XVIIIe siècle, et les raisons qui font que le produit est si souvent de mauvaise qualité, c'est que les journaliers qui sont employés dans ces francs pionniers sont strictement indifférents à la qualité du produit qu'ils donnent. Bon, la raison principale de ça, c'est qu'ils s'ennuient, ils sont tout seuls, dans la moiteur et la solitude des forêts. Ils doivent se ceinturer sur des arbres avec des risques de chute mortelle. Donc voilà. Et une des raisons qui les pousse eux aussi à frauder, c'est que comme ils sont payés au poids, ils n'ont aucun intérêt à sécher convenablement les écorces. Donc là, vous avez... c'est une innovation politique, la fraude ici. Juste une petite note de bas de page. Le très beau livre de l'anthropologue Sidney Mintz, donc traduit en français sous le titre Sucre blanc, misère noire. Et il a d'abord été publié chez Nathan, mais il a été réédité en livre de poche. Vous le trouvez sur le salon aux éditions de l'Université libre de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Je vous le recommande. Une autre question ? Oui, bonjour, c'est Anne Desvoies. Je voulais poser une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Parlez plus fort si vous y arrivez. Là, ça va mieux. Oui. Dans la continuité de la question que Céline a posée, je me posais la question des modalités de transmission de savoir. C'est le lien en fait entre cette population locale et puis ceux qui vont finalement construire tous ces systèmes économiques dont vous parlez. Et je serais intéressée par savoir si vous avez des renseignements, des choses qui nous apprendraient des choses sur la modalité de transmission de ces savoirs. Merci. Oui, alors il y a une bibliographie assez riche sur ces questions-là. De même que pour la question précédente, peut-être que je rebondis juste là-dessus, tout ce qui est l'étude des bouleversements sociaux énormes liés aux plantations puis aux cultures d'exportation, c'est quelque chose qui est assez bien étudié maintenant, alors qu'on n'a peut-être pas abordé de front dans ce dossier parce que justement c'était déjà fait, mais on donne quelques références dans l'introduction, donc vous pourrez aller lire ça. Et
Sur les modalités de passage ou de transfert ou de captation des savoirs, il y a eu aussi des travaux. Ça reste toujours quelque chose de difficile à saisir pour l'historien. Ce qui est intéressant, je pense peut-être, c'est de rappeler juste que les Européens ne savent pas tout et n'arrivent pas à tout saisir, tout capter. Il y a une historienne qui s'appelle Landa Schillinger qui a travaillé sur les savoirs sur les plantes dans la Caraïbe et qui montre qu'il y a toute une série de savoirs, notamment concernant les plantes abortives, qui ne va pas du tout circuler et qui ne sortira jamais des îles. Donc il y a aussi une histoire, alors Samir évoquait les résistances, des résistances, des choses cachées, des échecs, et c'est devenu un objet aussi d'attention de l'histoire aujourd'hui. Donc voilà, mais il y a pas mal de choses, donc on donne des références, on va peut-être abreuver mais c'est évidemment des questions essentielles. Et en fait, pour rebondir, c'est en fait sur les... là encore, sur le quinquennat, donc, c'est un arbre inconnu, en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive que sous forme d'écorce. Et il y a un témoignage assez intéressant et assez émouvant, en fait, de la part d'Auguste Delondre, qui est un pharmacien parisien, qui a ensuite installé une fabrique de quinine au Havre, et en fait qui va aller, 1850, et qui va partir dans les années 1840 au Chili pour tenter d'installer une usine de quinine à Valparaiso. Mais pour ça, en fait, il va essayer de voir comment approvisionner son usine et comment, par ailleurs, il travaille avec des usines françaises et donc sur les circuits d'approvisionnement. Mais, et donc cet homme, qui est l'auteur d'une somme sur le quinquennat, qui lui a consacré vraiment sa vie, raconte comment, justement, lors de ses prospections en forêt, parce que là on n'est plus à l'époque où on laisse les Indiens faire ce qu'ils veulent, il y a davantage de contrôle, notamment sur le poids des écorces, on vérifie déjà la dessiccation, et en fait il raconte avec quelle émotion il voit pour la première fois un quinquennat. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont devenus fous pour en ramener, pour en voir, pour en ramener, et lui, en fait, voit enfin un quinquennat et il décrit, mais c'est assez joli la manière dont il dit ces feuilles veloutées, cette fleur blanche, cette écorce. Et donc c'est aussi là-dessus, c'est-à-dire que les sont des gens qui expliquent qu'ils ne peuvent pas, des pharmaciens, des botanistes qui expliquent aussi qu'ils ne peuvent pas finalement aller très loin dans cette connaissance puisqu'ils n'ont pas l'arbre, ils n'ont pas la plante vivante devant eux. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Claire, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 4 ans sur le quinquennat, sur les manuscrits, les ouvrages, etc. Jusqu'à ce qu'en 2012, je me rende en Équateur et que je vois l'arbre à quinquennat, et c'était exactement ce type d'émotion. Mais pour revenir à la question qui a été posée, j'ai pris des photos, j'ai même une photo où j'arrache une écorce, ce qui est très mauvais, mais c'était un tout petit morceau, je vous rassure. Mais ce qui est très intéressant, c'est pourquoi, c'est plutôt comment j'ai réussi à le faire. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que j'ai été aidé par des botanistes de l'université de Lora qui m'ont emmené sur le terrain. Et ce que ça veut dire, c'est que les savants européens qui voyagent, et pas que les savants européens, je vais y revenir, en fait, ils n'ont pas d'accès possible à l'arbre sans passer par des personnes qui vivent sur place. C'est ça l'idée de la colonisation du savoir. Et ce que ça veut dire qu'il faut inventer des technologies sociales et politiques qui permettent simplement la prise de parole. Il faut trouver des intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui se situent un peu à cheval entre plusieurs mondes. Il va y avoir tout le rôle des métis ou des créoles qui vivent sur place depuis longtemps, donc il y a cette dimension temporelle qui va jouer. Et puis il y a aussi des choses beaucoup plus fines qui relèvent de ce que je pourrais appeler des techniques de persuasion. Et Raoul a parlé tout à l'heure des jésuites. Bien en fait, pendant très très longtemps, les plantes médicinales, pas seulement d'Amérique, c'est aussi le cas pour l'Asie par exemple, sont connues par des missionnaires qui sont des spécialistes des techniques d'entretien. Et c'est pas simplement coercitif, c'est qu'ils savent parler, ils apprennent les langues, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre... Si vous voulez, le grand paradoxe, c'est qu'on pense que l'entreprise savante, c'est un inventaire des plantes, enfin des objets naturels, alors qu'en fait l'entreprise savante, elle réside d'abord dans le fait de viser des savoirs et donc des manières de vivre des êtres humains. Et ça continue.
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que l'un des grands champs actuels de développement de la pharmacologie réside dans ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie, c'est-à-dire qu'on envoie des anthropologues poser des questions, et c'est très fort à Madagascar, c'est extrêmement fort à Madagascar, parce qu'il n'y a pas de connaissance possible de ces plantes sans passer par un rapport avec des êtres humains. Peut-être qu'on peut aussi lever le rideau pour y voir un petit peu plus. Allez-y, mademoiselle. Moi, je suis Mariam Payet, je suis en histoire au Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Et j'aurais une question à propos de la substitution des plantes, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on a l'ancienne plante et la nouvelle plante disponibles, est-ce qu'on va continuer à utiliser ce que j'appelle l'ancienne plante, ou est-ce qu'on va finalement avoir une substitution définitive et se tourner vers un nouvel usage par ces nouvelles plantes et finalement délaisser, pas l'ancien savoir, mais un petit peu quand même. Merci. Qui veut répondre? Je suis désigné pour répondre. Ça dépend des situations, des cas de figure. Mais enfin, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette question de la substitution, c'est que quand on se rend compte qu'une plante qu'on connaît déjà peut être remplacée par une autre, on peut finir par affecter un usage complètement différent à la plante qui sert de substitut. Et je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. C'est une plante, c'est un substitut. Si on regarde sa circulation internationale, c'est une plante de substitution, c'est le soja. Le soja, c'est extraordinaire parce qu'elle s'implante en partie comme un substitut à la fois des protéines et de tout ce qui va nourrir le bétail. Mais à force d'étudier cette plante, on lui a trouvé un nombre incalculable de propriétés. Et c'est tellement utile finalement, c'est-à-dire qu'avec 1 kg de soja, on peut faire tellement plus de choses qu'avec 1 kg de n'importe quoi d'autre que remplace le soja, que mécaniquement, la rentabilité de la plante est beaucoup plus importante, et donc ça va éclipser les plantes que le soja remplace. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure extrême. Mais ce qui est du coup aussi intéressant, c'est que les plantes qui ont été remplacées par le soja, revenir à ces plantes-là, c'est une manière possible, puisqu'on parlait des GAFA, etc., des monopoles, c'est une manière possible et extrêmement concrète de résister à ce type de logique. Et là aussi, je ne sais pas comment c'est dans le Val-de-Loire, mais moi j'ai grandi en Lorraine, il y a aujourd'hui des plantations de soja en Lorraine, pour revenir à la question de l'histoire sociale, voilà, c'est ça que font les plantes, quoi. C'est ce qui est, moi je trouve fabuleux quand on passe par les plantes, c'est qu'on se rend compte qu'elles ont un pouvoir de transformation, mais pas simplement paysagère, c'est vraiment de la transformation politique, et qu'une bonne partie de cette transformation est justement liée à ces processus de substitution. Ça a l'air d'être secondaire, en fait c'est central dans l'histoire des ressources naturelles. Merci. Une autre question? Moi j'en ai une. Une chose me frappe quand même, c'est que tous ces savants des 16e, 17e, 18e siècle, peut-être un petit peu moins difficile au 19e, ils sont allés chercher, ces savants européens, ils sont allés chercher aux tropiques, au-delà des océans, des plantes. Alors, si la plante a déjà été un petit peu transformée, qu'on en a fait de la poudre ou qu'on a pris des graines, ça, c'est assez facile à ramener, à rapporter en Europe. Mais s'il s'agit d'autre chose et qu'on veut la plante originelle et qu'on veut la transplanter, pour le coup, dans un jardin botanique par exemple, comment est-ce que ces plantes survivent à des traversées de plusieurs mois à travers les océans? Est-ce que ça pourrit pas? Est-ce que ça dépérit pas? Et qu'est-ce qu'on rapporte finalement? Est-ce que toute la richesse du monde peut aboutir dans le jardin botanique de Paris ou de Londres? Alors, on rapporte essentiellement et majoritairement des plantes séchées, mortes ou des graines pourries. Donc, de fait, le voyage des plantes, c'est d'abord un échec permanent parce qu'on ne peut pas transporter sur un bateau qui prend les embruns pendant plusieurs mois des plantes qu'on change en même temps d'environnement.
Donc voilà, je ne sais pas comment ils font au 16e, au 17e, au 18e, je sais un tout petit peu, mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il va y avoir une petite révolution au 19e siècle, dans les années 1840, avec cette fameuse caisse du Dr Ward, qu'on voit ici, qui est une sorte de mini-serre, étanche, qui va permettre donc on arrête de mettre les plantes sur le pont pour leur faire prendre l'air. Ça, c'était l'une des idées qu'on avait, mais bon, le sel, elle n'aime pas trop. On arrête de les arroser aussi, on les met dans une sorte de circuit fermé. Et ça va complètement modifier le transport des plantes vivantes, notamment. Donc on a ce moment des années 1840, c'est d'abord les Britanniques qui s'en emparent, ça se répand très vite, et du point de vue des jardins botaniques, ça va complètement modifier les possibilités d'envoi, d'échange, de transfert. Jusqu'auparavant, en fait, la solution qui avait été trouvée, c'est de faire le voyage des plantes en petites étapes, avec des stations. Le Cap, notamment, qui est sur de nombreuses routes dans les circuits qu'on a évoqués tout à l'heure, avait des jardins qui permettaient aux plantes de se ressourcer, en quelque sorte, avant de repartir. Parce que, oui, voilà, on parle d'être vivant depuis tout à l'heure. Et donc on a vu que le transport était particulièrement hasardeux. Merci, je ne regarde plus jamais les jardins botaniques de la même façon. Une autre question? On a le temps encore pour une question. Si vous voulez bien donner un micro. Je ne sais pas, peut-être que vous allez m'entendre suffisamment. Oui, mais pas derrière. Parlez bien dedans. Juste, j'aurais aimé une petite précision si vous le savez. Par rapport au ginseng, vous disiez tout à l'heure que le premier jésuite avait l'intuition que la plante était au Canada. Mais qu'est-ce qui lui a fait penser qu'elle était en Amérique du Nord et pas en Amérique du Sud? Est-ce que c'est des questions climatiques ou est-ce que c'était pour d'autres raisons? Oui, alors pour ce jésuite de Chartreux, c'est principalement des questions climatiques. C'est-à-dire, il pensait, c'était en fonction du degré de latitude, etc., de ce qu'il savait du climat au Canada. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par la suite se greffent à ces problèmes climatiques aussi des enjeux, par exemple, linguistiques. Et c'est là que ce que Samir dit sur le fait que l'accès aux plantes, c'est aussi l'accès à des savoirs, et alors notamment à des classifications linguistiques. Il me semble, voilà. Pour le second jésuite, la phyto, s'il a décidé de suivre l'intuition de son collègue, c'est parce que lui, il avait une théorie, qui est une théorie exacte, il se trouve, que l'Amérique et l'Asie avaient été liées il y a longtemps, avaient été liées, et lui, pour lui, le langage était une trace de ce lien. Et donc, si vous voyez cette gravure qu'il a publiée, donc en 1718, vous avez un triple nom qui est donné à la plante: Aureliana canadensis, Sinensibus ginseng, Iroquois Garenthogen. Donc, c'est-à-dire, au Canada, c'est l'Auréliane. Donc ça, c'est en fait, c'est parce qu'il offre la plante au duc d'Orléans, voilà. Sinensibus ginseng, c'est-à-dire pour les Chinois ginseng, et pour les Iroquois Garenthogen. Et en fait, lui, il pensait que Garenthogen, dans la langue locale, ça voulait dire cuisse de l'homme. Et donc il faisait un rapprochement entre Garenthogen, cuisse de l'homme en iroquois, et Zhensheng, racine à la forme de l'homme en chinois. Et donc pour lui, c'était la preuve d'une théorie qu'il avait sur la connexion comme ça de l'Amérique et de l'Asie. Donc, voilà. Merci. Juste un dernier mot pour conclure. Je crois que ce que vous avez fait les uns et les autres, c'est une démonstration d'histoire globale dans deux sens. D'abord, il faut sortir des nationalismes et il faut raisonner à l'échelle du globe entier quand on fait de l'histoire. Mais aussi ne pas se cloisonner dans un secteur. Parce que bien souvent les gens se disent c'est l'histoire de l'économie, c'est l'histoire des sciences, c'est l'histoire de la culture, c'est l'histoire de la société.
Non, ça n'a pas de sens. Je crois que tous ensemble, et c'est ça qui fait l'intérêt de notre profession, et c'est ça qui fait l'intérêt de la lecture des livres, c'est que nous faisons de l'histoire, tout simplement, sans frontières. Et je voudrais terminer pour vous remercier de nous aider à dépasser les frontières. Je crois que nous pouvons applaudir nos... Qui sont intéressés, vous trouvez sur le stand Belin au Salon du Livre la revue, mais nous avons aussi quelques numéros que nous tenons à votre disposition si vous voulez les acheter ici. Merci beaucoup, bon festival, bonne fin de week-end.